Merci à vous qui nous regardez sur Africable Télévision. Bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Au Mali, Gao est-elle en train de devenir le théâtre d'une guérilla urbaine? Après les 2 attentats suicides, une offensive d'un commando islamiste ce dimanche a été repoussée par les forces maliennes et leurs alliés et la sécurité se renforce. Plus de détails avec notre correspondant dans la région. Au Sénégal, une tonne de drogue, de chanvre indien et de la cocaïne en provenance du Mali a été saisie à Rufisque et les trafiquants ont été interpellés. Les explications dans ce journal. Merci de votre fidélité. C'est sur le Mali que nous ouvrons ce journal avec la situation à Gao. La nuit dernière, on a encore entendu des explosions dans la ville. Justement, pour en parler, nous sommes en ligne de Gao avec notre correspondant dans la région. Bonjour Seydou Meiga. Bonjour Djibrila. Avez-vous des explications sur les explosions de la nuit dernière? Oui, justement, il y a eu des explosions vers environ de 1h du matin. Nous avons pu quand même approcher beaucoup de personnes qui nous ont confirmé avec certitude que c'est au même endroit où a eu lieu les 2 kamikazes qui se sont explosés juste à l'entrée de Gao. Les accrochages d'hier ont fait des victimes. Avez-vous le bilan? Justement, la journée d'hier a été marquée par des affrontements sanglants entre les islamistes du Moujao et les forces maliennes appuyées par les troupes françaises au centre-ville de Gao. Les combats ont duré après des heures. Une forte résistance des djihadistes. L'appui des troupes françaises a permis aux forces maliennes de maîtriser la situation. Maintenant, par rapport au bilan, le bâtiment du commissariat de police à moitié détruit et 2 commandos djihadistes lourdement armés s'y trouvaient, qui ont trouvé la mort, déchiquetés à l'intérieur de la cour. En dehors de ces 2 morts, il y a 11 qui ont été arrêtés par les forces présentes à Gao. Maintenant, nous nous sommes rendus à l'hôpital où nous avons pu constater 8 blessés et 3 morts. C'est ce qu'on a pu constater à l'hôpital côté civil. Seydou, quel est le climat qui prévaut actuellement à Gao? La sécurité est-elle renforcée? Et actuellement, là où nous sommes, la ville les militaires sont en train de redoubler d'efforts pour apporter une sécurité exceptionnelle compte tenu de la situation qui prévaut. Nous restons toujours au Mali. Gao est-elle en train de devenir le théâtre d'une guérilla urbaine? Hier, une offensive des combattants islamistes a été repoussée. Voyons à présent comment se sont déroulés les combats de rue. Dimanche, dans le centre de Gao. Depuis plus d'1 heure, l'armée malienne riposte à des tirs de djihadistes. Voici l'un d'entre eux. Ils ont investi le commissariat de police centrale. Jusqu'au 26 janvier dernier, ce bâtiment était le siège de la police islamique. Selon l'armée française, des islamistes auraient infiltré la ville par la rivière, d'autres sur des motos. Les habitants, eux, sont cloîtrés chez eux. Au bout de plusieurs heures, des soldats français arrivent en renfort. Très vite, à leur tour, ils sont pris à partie par les islamistes. Protégez-vous, il y a apparemment un type qui va tirer. Protégez-vous, il y a peut-être un hélico qui va tirer. L'intervention d'hélicoptères est obligatoire pour déloger les rebelles qui lancent des grenades à partir de toits. L'attaque est revendiquée par le Moujao, l'un des groupes djihadistes au Mali, liés à Al-Qaïda au Maghreb islamique. Vendredi et samedi déjà, ces combattants ont commis des attentats suicides dans la région de Gao, les premiers du genre. Pour le ministre français des Affaires étrangères, ce n'est pas une surprise. Personne ne pouvait imaginer qu'en un mois, un pays dont la partie nord était entièrement contrôlée par les terroristes deviendrait un havre de paix. Il faut être raisonnable. Pour Laurent Fabius, ces attaques ne remettent pas en cause la stratégie de Paris. Pour lui, l'armée française doit toujours peu à peu passer le relais aux troupes maliennes et africaines, sans risquer de s'enliser.
Nous poursuivons avec l'actualité au Mali. Des milliers de déplacés espèrent regagner leur domicile. La crise a fait fuir environ 380 000 personnes. Le retour s'annonce difficile pour des raisons sanitaires, financières, sécuritaires et alimentaires. Dans cette petite maison de Mopti au centre du Mali vivent 7 familles, 32 personnes au total. Il y a 2 semaines, ces femmes quittaient leur village des environs de Tombouctou par crainte d'affrontements entre les islamistes et l'armée française. On a quitté Rarousse sur une petite barge. Le voyage a duré 4 jours. Pendant tout ce temps, on n'avait rien à manger. On a fui la guerre et l'occupation des islamistes pour trouver la paix ici. Mais la vie de déplacé est difficile. On n'a pas toujours assez à manger. Pour survivre, Fadi et ses filles ramassent les grains de riz qui tombent le long des routes en cette période de récolte. Ensuite, elles passent des heures à séparer le riz et le sable. À quelques kilomètres de là, à Sévaré, l'école accueille depuis quelques mois 300 enfants supplémentaires. Ils ont fui Tombouctou, Gao ou Kidal avec leur famille. Chaque jour, c'est le même rituel, faire la queue pour bénéficier des 2 repas proposés par le Programme alimentaire mondial. L'ONU met progressivement en place des cantines d'urgence dans les établissements scolaires maliens afin d'enrayer la malnutrition des enfants. À Sévaré comme ailleurs, avec l'afflux de déplacés, les classes sont surchargées. C'est un recul de près de 10 à 20 ans. Tous les efforts qu'on a eu à faire pendant ces dernières années, en matière, n'est-ce pas, d'accès, en matière de qualité, en matière pratiquement d'infrastructure, eh bien, cette guerre a amenuisé tous les efforts. La plupart des enfants vivent dans ce camp tout proche de l'école. Comme eux, 40 000 déplacés se trouvent aujourd'hui dans les villes de Sévaré et Mopti. Au total, plus de 370 000 Maliens auraient fui leur maison en raison des combats. Sur un tout autre registre, nous allons parler de cette saisie à Rufisque au Sénégal. Une tonne de drogue, de chanvre indien, de la cocaïne en provenance du Mali. Les trafiquants ont été interpellés. Grosse prise de l'Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants, qui reste plus que vigilant. C'est avec ce camion que les trafiquants ont convoyé de la drogue du Mali jusqu'à Diamniadio. Les malfaiteurs avaient créé un double fond à l'intérieur du camion pour tromper la vigilance des forces de l'ordre. C'est après contrôle que les policiers sont tombés sur 700 kg de chanvre indien et 2 kg 300 de cocaïne. Cette drogue provient du Mali. Elle a été embarquée par un trafiquant qui a mis un chauffeur et un équipage pour le faire arriver à Dakar, où l'attendent des gens auxquels elle est destinée. La bande est composée d'un Sénégalais et de 2 Maliens. Ils seraient tous les 3 membres d'un réseau international de trafic de drogue, profitant surtout de la crise au Mali. Les autorités qui sont là pour gérer le pied, ils nous ont dit depuis très tôt, mais attention, avec ce qui se passe au Mali, il y a à faire. Redoubler de vigilance et vous arriverez à aider le Sénégal à ne pas devenir un pays de narcotrafiquants. Et c'est ce que nous sommes en train de faire comme ça. Nous travaillons parce que nous avons été instruits de travailler en tenant compte de ce qui se passe au Mali. Ce chanvre indien saisi semble provenir du Ghana. Son coût est estimé à plus de 300 millions de francs CFA. En bref, maintenant, nous venons de l'apprendre, source Vatican. Le pape Benoît XVI annonce qu'il démissionnera le 28 février prochain. Aucune information sur les raisons de cette démission pour l'instant. Nous y reviendrons bien sûr dans nos prochaines éditions. Sachez que le souverain pontife aura 86 ans bientôt. Page sport de ce journal, les rideaux sont tirés sur la 29e Coupe d'Afrique des Nations. Les Super Eagles du Nigeria et les étalons du Burkina Faso se sont laissés sur le score de 1-0 en faveur du Nigeria. Les hommes de Stephen Keshi soulèvent ainsi leur 3e titre continental. Résumé de ce match avec Aminata Marikou.
Après l'exposition de la culture et du savoir-faire africain par le pays hôte et les encouragements de Jacob Zuma, président de l'Afrique du Sud, Issa Hayatou, président de la Confédération africaine de football, et Joseph Blatter, président de la FIFA, les Super Eagles en quête d'un troisième sacre après 1980 et 1994, et les étalons du Burkina Faso du Belge Paul Put, novice à ces niveaux, lancent les hostilités au National Stadium de Soccer City sous la houlette du référé algérien Aïmoudi. Le sélectionneur Paul Put, sans surprise, aligne le même 11 que face au Ghana en demi, avec comme prévu l'attaquant Pitroapa ayant bénéficié la clémence de la CAF. Les Nigérians ici en vert prennent les choses en main en début de rencontre sans pouvoir inquiéter les Burkinabés bien en place. Après un bon travail d'Ambrose, Moses déborde côté droit et s'infiltre dans la surface à la 9e. Son centre en retrait est contré et offre un corner au vert. L'ancien Sochalier tente sa chance en pivot dans le but vide, mais frappe au-dessus. Pitroapa de son côté joue le 1-2 avec Bansé, mais ne parvient pas à le retrouver après une belle accélération côté droit à la 16e. Sa passe est trop appuyée pour permettre aux joueurs d'Augsbourg de contrôler. Les Nigérians dominent de la tête et des épaules et chauffent les gants du portier adverse Diakité. De leur côté, les étalons sont totalement inoffensifs et se contentent de contrer les attaques. À 5 minutes de la pause, ils se font surprendre par cette frappe magistrale de Moses. Servi dans l'axe, Moses est contré et le ballon revient aux 23 mètres sur Sandemba. Le milieu de terrain des Enugu Rangers du Nigeria contrôle et enchaîne avec un sombrero sur Koné et une volée du gauche dans le petit filet opposé. 1-0, la mi-temps intervient sur ce score. Les étalons reviennent des vestiaires très décidés à renverser la vapeur. Les coéquipiers de Pitropa tentent de mettre le Nigeria en difficulté, mais sans réussite. Les hommes de Stephen Keshi qui jouent leur 7e finale font preuve de grande capacité physique et technique au centre et gèrent ce léger avantage jusqu'à la fin du temps réglementaire. 3e titre continental, les Super Eagles succèdent ainsi au Chipolopolo de la Zambie et Stephen Keshi devient le 2e homme seulement à remporter la CAN en tant que joueur et entraîneur. Il rejoint le légendaire égyptien Mahmoud El Gouhari dans ses clubs très fermés. Le mérite vient également aux étalons qui ont remporté un groupe C comprenant notamment le tenant du titre zambien éjecté sans aménagement de la CAN dès le premier tour. Rendez-vous est donc pris au Maroc en 2015. Rendons-nous à présent au Burkina Faso. Nous sommes en ligne avec notre correspondante Caroline Tinaware. Caroline, bonjour. Bonjour Djibrila. Alors, comment les Burkinabés ont-ils vécu la défaite de leur équipe face au Nigeria? Alors Djibrila, contre toute attente, des coups de sifflet et de vuvuzela ont retenti dans quelques quartiers de Ouaga après le match. Et tout de suite sur les réseaux sociaux, on a pu voir des Burkinabés qui se sont exprimés, qui ont plutôt exprimé leur reconnaissance au 11 national pour ne serait-ce que le rêve qu'ils ont pu faire vivre aux supporters. Alors vous pourrez dire par exemple un mot à ce propos sur la page Facebook du président du Faso en personne. Et il faut rappeler qu'il avait dépêché son premier ministre et son conseiller spécial en Afrique du Sud pour suivre cette finale face au Nigeria. C'est vrai que les Ouagalais croyaient finalement à cette victoire finale, mais il n'y a pas vraiment eu de déception en tant que telle, du moins ils ne l'ont pas vraiment exprimé. Même si on a pu voir que l'ambiance de fête qu'on voyait dans les rues après les victoires n'était plus du rendez-vous dans la soirée d'hier. Les étalons sont attendus cet après-midi à Ouagadougou. Quelle est l'ambiance qui prévaut actuellement dans la capitale? Oui, Djibrila, c'est tout à fait juste. Même si la coupe ne vient pas au Faso, les Ouagalais ont prévu un accueil digne de ce nom aux étalons. Il y a tout un dispositif qui est prévu, comme vous l'avez dit pour cela. Il y a d'abord l'accueil à l'aéroport de Ouagadougou au salon d'honneur à partir de 16h ce soir. Mais l'avion du 11 national est prévu pour 18h. Ensuite, il y a une procession à travers la ville en passant les endroits dits chauds comme l'avenue Kwame Nkrumah, la circulaire, le rond-point de Martyrs à Ouaga 2000. En fait, à tous ces endroits, il est prévu un accueil avec la foule. La foule va accompagner les étalons jusqu'à l'hôtel. En avant-garde de cette parade, on a vu dans les rues ce matin les supporters arborer leur visuel aux couleurs du Burkina ou des étalons. Et selon tous ces signes, on présume que les étalons devraient faire un beau retour au pays. Caroline Tinaware depuis Ouagadougou. Merci Caroline pour toutes ces précisions. Merci Djibrila. Bonne suite. Ce journal est terminé. Merci à vous de l'avoir suivi et surtout merci de votre fidélité. Restez avec nous pour d'autres informations dans Afrique Soir à partir de 19h45.